Mesdames et messieurs les professionnels de la santé, chers utilisateurs de la plateforme REMA, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Patrick Louis Richard nous enseigne, je cite, la prévention est une sage précaution qui préserve de l'incertitude de la guérison. Il vaut mieux donc prévenir que guérir. Je nous exhorte à travailler pour une meilleure prévention médicale. Dans l'espérance que ces mots vous retrouvent en parfaite santé, je vous souhaite la bienvenue à notre échange du donner et du recevoir. Je suis Pascaline Fassinou, médecin diplômé d'État béninois, chargée des relations scientifiques au sein de la communauté REMA. Et c'est pour moi un privilège de prendre la parole en cette soirée pour conduire l'animation de notre atelier médical sur les enjeux de la prévention médicale. En 1948, l'Organisation mondiale de la santé donne une définition de la prévention de la santé comme étant l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Elle distingue alors 3 niveaux de prévention, à savoir la prévention primaire, secondaire et tertiaire, en rattachant chacun d'eux à des états susceptibles de la maladie. Quel est le rôle du professionnel de santé dans la prévention médicale? Quels sont les principes et enjeux de la prévention médicale en milieu hospitalier et en santé publique? Quelles sont les difficultés à s'emparer de la mission de prévention médicale? Voilà autant d'interrogations qui focaliseront nos discussions de ce soir. Je reçois pour vous un invité de prestige. Il est expert en prévention et enseignant de santé publique à l'Université de Bordeaux en France. Notre échange se déroulera selon le chronogramme habituel. Après l'animation de la formation par notre invité, suivra la phase des questions et réponses, puis la présentation de la procédure de demande d'attestation et nous finirons bien sûr par une conclusion et l'annonce du prochain atelier de formation. Tout de suite et maintenant, je vous prie de recevoir notre invité pour l'animation de la formation. Bonsoir, professeur François Alla. J'espère que vous Bonsoir. m'entendez. Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? On vous reçoit également. C'est une grande joie pour nous et un honneur de vous recevoir ce soir. Soyez la bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, nous vous accordons la parole pour présenter le contenu de votre formation. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Permettez-moi de vous donner à toutes et à tous, vous souhaiter mes voeux de bonne année, puisqu'il y a encore temps, et qu'une nouvelle année démarre. Et j'espère qu'elle terminera mieux que l'année précédente, hein, parce que entre les crises sanitaires, politiques, économiques, etc., un peu partout dans le monde, 2022 a été complexe, et donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Donc, moi, effectivement, je suis professeur de santé publique et chef du service de prévention de l'hôpital de Bordeaux. Sur mon fond, c'est mon hôpital derrière que vous avez. Donc, évidemment, je suis un spécialiste des interventions de prévention dans le contexte dans lequel j'exerce, hein, qui est le contexte français. Mais dans ma présentation, vous allez voir, et ce sera des éléments de discussion que j'aurai avec vous, j'ai essayé de cibler sur des aspects, des points, des tensions internationales qui ne sont pas spécifiques de tel ou tel contexte, même si, évidemment, il y a des spécificités et des particularités en fonction du pays et même au sein d'un pays en fonction de la zone ou du contexte dans lequel on exerce. Et ça, je pense que dans la discussion, on pourra échanger là-dessus. Donc, j'avais prévu une présentation. Je vais vous la passer. Ensuite, si j'y arrive. Est-ce que vous avez ma présentation? Oui, c'est parfait. Voilà.
Donc, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Je suis bavard, mais n'hésitez pas à m'interrompre pour pouvoir laisser du temps justement aux échanges et à la discussion. Donc, je suis parti du titre que vous m'avez donné, hein, Enjeux de la prévention médicale. Et je vais structurer en plusieurs temps. D'abord, pourquoi la prévention, et notamment en milieu de soins, les pratiques cliniques préventives. Et ensuite, un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'offreurs de soins, qu'on soit professionnel de santé individuel, qu'on soit dans un établissement, un hôpital ou autre, les défis auxquels nous sommes confrontés si l'on veut développer la prévention de façon optimale. Alors pourquoi la prévention vous voyez ma première diapo, même si nous n'exerçons pas dans les mêmes contextes, il y a quand même des points communs avec l'évolution des besoins de santé, hein, et notamment l'explosion du nombre de maladies chroniques qui est maintenant universelle, liée à plein de facteurs, le vieillissement de la population, le changement de vie, des environnements défavorables, avec notamment en Afrique subsaharienne hein, la transition épidémiologique qui est arrivée, voire le double fardeau, j'y reviendrai. Au-delà des besoins de soins, le contexte change, hein, les attentes sociales des populations, des patients, les évolutions technologiques, et notamment la révolution numérique, qui peut être une opportunité très très forte pour la prévention, j'y reviendrai aussi. Et c'est vrai que toutes ces évolutions, qu'elles soient sociales, techniques, technologiques, en termes de prise en charge, ça modifie le rapport des personnes à leur propre santé, mais aussi le rapport des personnes avec le système de santé et les relations entre professionnels de santé, avec des opportunités qui peuvent être intéressantes. Un enjeu aussi, même si effectivement c'est différent d'un pays à l'autre, mais partout le même constat est fait, que c'est complexe et de plus en plus complexe, de nombreux décideurs, d'acteurs de niveaux territoriaux différents au sein d'un pays et internationaux. Ça a une importance particulière en Afrique notamment, avec des enjeux en termes d'efficacité, de qualité, mais aussi de sécurité et d'efficience des soins au sens général. Et une vraie problématique qui a été mise à l'épreuve avec la crise Covid, c'est quelle est la capacité d'adaptation de nos systèmes de santé, de nos offres de soins vis-à-vis des crises sanitaires, mais aussi des crises politiques, des crises économiques, etc. Et une problématique qui est universelle aujourd'hui, même s'il y a là une importance et une densité différentes, qui est celle des contraintes financières. Aujourd'hui, les ressources pour la santé sont plus faibles que les besoins que l'on a si on voulait assurer un service optimal. Et ça, c'est valable partout. Et une problématique en termes de ressources humaines en santé qui est maintenant universelle. Je ne sais pas si vous avez vu passer par exemple, le dernier rapport de l'OMS Europe de la semaine dernière qui montre que la crise est profonde et qu'on se retrouve devant de grandes difficultés, des difficultés que dans certains pays d'Afrique, vous avez connues depuis plusieurs années, mais qui maintenant sont prégnantes en Europe et notamment en France. Voilà, pour vous donner un petit exemple de la transition épidémiologique, là j'ai pris à partir de la Global Burden Disease Study l'évolution des causes de mortalité. C'est vraiment à titre d'exemple et d'illustration. Vous avez en orange clair les maladies infectieuses, respiratoires et ou digestives, diarrhée, etc. Et vous avez en orange foncé, bon, désolé, le contraste n'est pas très fort, les maladies non transmissibles, cancer, maladies cardiovasculaires. Et vous voyez qu'entre 90 et 2019, en 30 ans, il y a une inversion de la part respective de ces deux causes. Et c'est vraiment une image, j'allais dire, pure de la transition épidémiologique. Une autre image de la transition épidémiologique, c'est la part d'années de vie en bonne santé perdues liées aux maladies chroniques non transmissibles. Et l'évolution de cette part entre 1990 et la prévision pour 2040. Et vous voyez que certains pays qui avaient déjà fait la transition épidémiologique, comme les pays européens, le Japon que vous avez au-dessus, qui avaient une part importante de la morbimortalité liée à des maladies non transmissibles, hein, au-delà de 80%, comme l'Angleterre, qui est tout en haut de ce schéma. Donc cette part reste importante et évolue peu. Ce qui est intéressant, c'est plutôt en bas du schéma, vous voyez là dans les exemples qui ont été pris, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Nigeria, on part en 90 de moins de 20%
de la part de morbimortalité liée à des maladies non transmissibles à 60 et plus de 60% prévus en 2040, donc dans une vingtaine d'années. Et donc ça montre bien cette évolution qui est vraiment universelle, qui arrive à des moments différents, hein, qui est arrivé antérieurement en Europe, au Japon, etc., qui maintenant arrive de plein pied en Afrique subsaharienne, mais qui est vraiment universelle, c'est-à-dire la majorité de la charge de morbimortalité va être, si elle n'est pas aujourd'hui, liée à des maladies non transmissibles. Et pour répondre à ces enjeux, il y a deux évolutions conceptuelles et pratiques opérationnelles à faire, c'est le virage préventif et une transformation organisationnelle. Les deux qui sont liés, parce qu'on ne peut pas penser la prévention, et j'y reviendrai en détail, sans repenser les organisations. Et on a besoin aussi de la prévention pour revoir les organisations. Et tout ça dans un objectif qui est très clair, améliorer la santé, réduire les inégalités de santé et maîtriser les dépenses de santé, si on veut pouvoir assurer les meilleurs soins à tous. Et effectivement, c'est un enjeu important. Là, je vous ai montré quelques figures, mais globalement, au niveau mondial, hein, aujourd'hui, c'est en 2016, mais voilà, mais c'est à peu près les mêmes chiffres aujourd'hui, ça a même un peu augmenté. 60% des décès, 45% de la charge de morbidité sont attribuables à des facteurs accessibles à la prévention. Bon, ce schéma, je suis désolé, il est illisible, mais si vous aurez les diapos, vous pouvez le voir. Hein, ça vient aussi du Global Burden of Disease, qui montre, là, c'est tous les pays d'Afrique. Hein, c'est pour ça que c'est illisible chez les hommes à gauche et chez les femmes à droite, qui montre qu'on est partout à plus de 60% aujourd'hui de morbimortalité liée à des maladies non transmissibles. Avec toujours cette transition et ce double fardeau, parce que malheureusement, les causes traditionnelles persistent. Hein. Là, vous avez un exemple, j'ai pris pour 2019, pour l'Afrique subsaharienne, enfin l'ensemble du territoire, tous les facteurs de risque au sens de Global Burden of Disease Study, qui représentaient plus de 10% du fardeau de morbidité. Et par classe d'âge, vous voyez que chez les moins de 20 ans, on est encore dans les facteurs, j'allais dire, traditionnels, hein, malnutrition, eau insalubre, pollution de l'air. Bon, les 15-49 ans, il y a évidemment le VIH-Sida qui est prégnant. Et les plus de 55 ans, vous voyez la transition épidémiologique qui a avancé avec l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie. Ici, on prend les facteurs un peu plus qui n'ont pas encore 10%, mais qui sont pas loin. Vous aurez le tabac, etc. Et quelle prévention concrètement? Je dis que la prévention est une solution, mais qu'est-ce qu'on appelle prévention? Finalement, on a deux grands types de prévention et deux grands types d'acteurs différents. Pour les déterminants traditionnels, avant la transition épidémiologique, hein, l'alimentation, l'eau, les maladies infectieuses, la santé maternelle et infantile, plus les acteurs, hein, à peu près partout dans le monde, même s'il y a bien sûr des nuances d'un pays à l'autre et même au sein d'un pays, d'un territoire à l'autre, globalement, ça relève de politiques publiques et d'une prévention institutionnelle. Là, par exemple, les systèmes de protection maternelle et infantile, les programmes de vaccination, etc. Par contre, pour les nouveaux déterminants liés au mode de vie, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, sédentarité, suralimentation, surpoids, obésité, consommation de substances diverses, alcool, tabac, autres drogues, donc qui sont tous les déterminants des maladies chroniques. Là, en général, ça relève plutôt des offreurs de soins, des médecins, des infirmiers, des dispensaires, des centres de santé, des établissements de santé. Et ça relève de la mission de soins primaires, hein, telle qu'elle a pu être définie dans la déclaration d'Alma-Ata de l'OMS pour prendre une référence. Donc là, effectivement, c'est quelque chose d'important. C'est qu'avec la transition épidémiologique, des facteurs traditionnels, entre guillemets, aux facteurs liés aux maladies chroniques, c'est aussi pas les mêmes acteurs qui vont être mis en avant, globalement, en termes de santé publique, et donc pas les mêmes opérateurs. Et donc finalement, comment le système de soins et les acteurs du système de soins peuvent s'emparer de cette nouvelle mission qui leur incombe. Et dans cette nouvelle mission, hein, sur la prévention par les offreurs de soins, donc les Canadiens utilisent l'expression de pratique clinique préventive, que j'utilise aussi, hein, qui est pratique, c'est donc toutes les pratiques cliniques, donc réalisées par des cliniciens, par des personnes qui soignent la maladie, mais qui par ailleurs ont aussi une activité de prévention. Donc on pourrait en faire des listes innombrables, hein,
Tout à l'heure, dans la présentation, vous avez la classification, vous avez été rappelé de l'OMS, primaire, secondaire, tertiaire. Là, je vais plutôt classer par type d'activité, tout ce qui sont des actions autour des aptitudes individuelles, comme la formation, l'éducation thérapeutique, toutes les actions autour du dépistage des facteurs de risque et des maladies, le suivi des grossesses, etc. Toutes les actions mobilisant des produits de santé visant à prévenir des maladies, la vaccination, j'en ai parlé, la contraception, les signaux de prophylaxie diverses et variés, toute la prise en charge des facteurs de risque et des formes précoces des maladies. Voilà, je parlais d'hypertension artérielle par exemple, le sevrage tabagique, le traitement des lésions précancéreuses, le dépistage, etc. Et tout ce qui aussi vise à réduire les risques liés aux facteurs de risque. Ce sont les traitements substitutifs, par exemple, aux drogues, ce sont les prophylaxies pré-exposition, etc., etc. Tout ça, donc c'est une liste pas exhaustive, mais pour vous dire que dans les pratiques préventives, beaucoup d'interventions peuvent être réalisées. Une fois qu'on passe de la théorie à la réalité, on voit que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une démarche qui n'est pas optimale, et ça à peu près partout dans le monde, avec beaucoup d'occasions perdues, c'est-à-dire qu'on ne repère pas, on ne dépiste pas, pardon, on ne repère pas ou on ne dépiste pas des situations problématiques, et quand on le fait, on ne prend pas en charge, ou on ne prend pas en charge de façon optimale, d'où cette fameuse morbimortalité évitable dont je parlais, la moitié de la morbimortalité évitable. Pour vous donner juste un exemple, alors je ne sais pas si c'est très lisible, ça dépend de la taille de vos écrans, mais je vous ai mis la référence, là c'est sur l'hypertension artérielle, vous avez vu que c'est le facteur numéro 1 en Afrique subsaharienne en termes de morbimortalité chez les plus de 55 ans. Donc sur le facteur numéro 1, vous avez là, le gros schéma à gauche, c'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial, vous voyez que dans 51% des cas, l'hypertension n'est pas diagnostiquée. Et quand elle est diagnostiquée, dans 49% des cas, dans 12%, elle n'est pas traitée. Et quand elle est traitée, dans 38% des cas, dans 20%, elle n'est pas contrôlée. Donc au total, il y a moins d'un hypertendu sur 5 dans le monde qui est contrôlé. Et là, vous avez après des schémas par zone géographique. C'est à peu près partout le même constat. Là, j'ai mis j'ai agrandi pour l'Afrique subsaharienne pour les hommes. Vous voyez qu'on est à peu près dans le même constat. Au final, on n'a que 9% des hypertendus qui sont repérés, pris en charge, équilibrés. Alors qu'il existe des outils, des procédures et des choses pour pouvoir le faire. Et il est possible de faire mieux. Quand le système de soins s'organise, il a des résultats et c'est plutôt efficient. Pour vous donner un exemple, alors je ne connais pas cette étude en particulier, j'ai fait un peu de biblio pour préparer cette communication et j'ai trouvé cet exemple intéressant parce que c'était dans différents pays, dans différents continents, dont un terrain en Afrique et là plus précisément à Dakar. Et sur ce schéma qui est un peu complexe, sur l'hypertension artérielle, vous avez complètement à gauche, la situation avant la mise en place de cette intervention organisationnelle. Vous pouvez vous référer à l'article si vous voulez avoir la nature de l'intervention exacte. Et donc, comment ça se passait avant? Vous voyez qu'on avait 5% des hypertendus traités sur 470 hypertendus, donc sur un effectif tout faible. Et au fur et à mesure du déploiement du programme, vous voyez qu'on en repère de plus en plus, puisqu'on passe de 470 à 6000, donc presque 10 fois plus, et que parmi ceux-là, on passe de 5% à 16% de contrôlés. On triple le nombre de contrôlés. Tout ça pour dire que la situation que je vous ai exposée avec 10% d'hypertendus contrôlés, elle n'est pas inéluctable. Il est possible, en travaillant justement sur l'optimisation de la prévention au milieu de soins, d'avoir des résultats qui changent du tout au tout. C'est vraiment un exemple que j'ai pris, je pourrais vous en donner d'autres si vous le souhaitez. Et en termes d'efficience, on dit souvent qu'il faut mieux prévenir pour guérir, ça a été rappelé que guérir, ça a été rappelé en introduction. Ça dépend, et ça dépend du coût de la prévention, du type de nature, c'est très variable. Là, vous avez un classement de toutes des interventions qui ont été évaluées sur le plan médico-économique à l'échelle mondiale dans le domaine cardiovasculaire.
avec à gauche celles qui sont rentables, c'est-à-dire qui sauvent des vies et économisent de l'argent, complètement à droite l'inverse, qui augmentent les coûts et aggravent la santé, qui sont plutôt évités, et au milieu, vous avez tout l'éventail de l'efficience, des interventions efficientes, moins de 10 000 euros de dollars pardon, par aide en bonne santé, jusqu'à plus d'1 million de dollars par aide en bonne santé. Et vous voyez que les interventions préventives, qui sont en bleu, on les retrouve à tous les niveaux, comme les interventions curatives, mais ça se voit peu sur l'image, elles sont plutôt décalées vers la droite, vers la gauche, pardon, donc plutôt souvent plus efficientes que les interventions curatives. Donc voilà, globalement, la prévention, mieux de soins, les enjeux, le pourquoi. Maintenant, je vous ai dit que malheureusement, en prenant l'exemple de l'hypertension, on était très très loin, et c'est universel, d'être optimal dans le domaine. Et pourquoi j'ai choisi de vous exposer brièvement 4 défis qui expliquent pourquoi on n'est pas très bon collectivement dans le domaine de la prévention. Premier défi, un défi conceptuel. C'est l'image que l'on a du comportement de santé. Pourquoi la personne est en surpoids, pas en surpoids, active, pas active, fume, ne fume pas, se vaccine pas. Et on a une vision très individuelle. Là, je vous ai pris des exemples français, puisque c'est bien sûr le contexte que je connais le mieux, mais c'est à peu près partout le même constat. Là, j'ai pris l'exemple, par exemple, sur l'obésité d'une enquête qui a été faite l'an dernier, là, en 2022, à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité. Et cette enquête montrait que 2 Français sur 3 pensent que l'obésité est un problème de volonté, c'est-à-dire que c'est un choix individuel d'être obèse ou pas obèse. Et c'est complètement erroné. Là, je vous ai pris la citation d'un sociologue de la santé connu en France qui dit une vision simpliste de l'obésité, couramment répandue, on fait un problème univoque dont la source tiendrait à des traits de caractère. Alors qu'en réalité, c'est le schéma de droite, l'obésité est un facteur social lié à des facteurs individuels, comportementaux, psychologiques, génétiques, à des facteurs liés à l'environnement proche, la famille, le niveau de vie, le quartier, la culture, et des facteurs beaucoup plus macro, ethniques, politiques, socio-économiques, etc. Et que, donc, évidemment, si on a cette vision de l'obésité liée à tous ces facteurs, on ne peut pas la réduire à un choix individuel. Et d'ailleurs, dans les schémas les plus récents du comportement, là j'ai pris la classification d'Evans, vous voyez que sur le schéma au milieu, on parle de réaction comportementale. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que le comportement est lié à un choix individuel, c'est une réaction à certains environnements, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient physiques, liés au système de santé. Et donc ça, c'est important parce que je le vois, moi, je forme beaucoup les professionnels de santé en France. Il y a quand même une idée reçue très très forte, c'est que le comportement, par exemple, j'ai parlé de l'obésité, mais je fume pas, c'est un choix individuel lié à un manque d'information. Et donc, je transmets de l'information, j'explique que fumer donne le cancer du poumon et miraculeusement, les gens vont arrêter de fumer. C'est bien sûr complètement faux. Et pourquoi c'est complètement faux? Parce que le fait de fumer, le fait de se faire vacciner, de se faire dépister, etc., de faire suivre sa grossesse, c'est lié à plein de facteurs qui ne sont pas que des choix individuels. Et si on considère que c'est que lié à un manque d'information, ce qui est parfois le cas, mais si on considère que c'est que lié à un manque d'information, on tape à côté et on n'est pas efficace. Et ça peut effectivement, c'est pas efficace, ça génère des inégalités parce que des stratégies uniquement basées sur l'information, mais ceux qui vont s'en saisir, c'est ceux qui ont le plus de littératie, le plus de moyens, le plus de ressources dans leur environnement pour modifier leur comportement. Et aussi, ça peut être un peu gênant parce que on considère que c'est l'individu qui est responsable de sa santé, de ses comportements, et donc coupable de sa mauvaise santé. En France, on a eu l'exemple très net avec la vaccination Covid, où les non-vaccinés, quand on regarde, c'était plutôt lié à des facteurs sociaux, isolement social, non-accès à Internet, migrants primo-arrivants, etc. Plus de la moitié des non-vaccinés, c'était lié à des facteurs environnementaux. Mais on leur a expliqué qu'ils étaient coupables de ne pas se faire vacciner avec une punition. Donc, c'est vraiment c'est à la fois un problème en termes d'efficience, mais aussi un problème éthique, cette mauvaise conception de la santé. Je vais vite, mais on aura, j'espère, le temps de discuter si vous avez des questions sur tous ces points-là.
Deuxième défi, le défi scientifique, le défi evidence-based, probant, factuel, basé sur la science et sur l'expérience. On a, bon ça c'est à titre d'exemple, hein, j'ai piqué une diapo à un collègue sur des référentiels, là dans le domaine essentiellement de la nutrition. On a beaucoup d'éléments à l'international sur l'efficacité de la prévention. Malheureusement, ils sont très peu utilisés en pratique. Et donc, c'est pas parce que si on n'a pas les bons résultats, je vous l'ai montré pour l'hypertension, c'est pas parce que la prévention est inefficace par elle-même, c'est parce qu'on n'a pas cette démarche factuelle. Soit on utilise des leviers pas efficaces, je vous ai parlé de la formation, on utilise rarement des données probantes qui ont prouvé leur efficacité, ou alors c'est pas adapté dans le contexte dans lequel on est. Là, j'ai pris un exemple italien sur l'analyse de 1575 programmes de prévention dans une région italienne. Sur ces 1575 programmes, un seul était basé sur des leviers qui avaient des preuves d'efficacité. Et c'est vrai, quand on interroge les acteurs, là c'est un travail canadien, sur comment je me forme et comment j'informe mes pratiques. Enfin bon, vous êtes dans une communauté qui fait l'effort de se former, d'aller chercher de l'information. Donc, si on faisait l'enquête dans votre communauté, on n'aurait pas le même résultat. Mais là, voilà, si on interroge, c'était au Canada, les professionnels de santé. Vous voyez, 92% c'est son expérience, ce qui est très bien, ce n'est pas bien sûr pas mutuellement exclusif. Des discussions d'équipe, la consultation d'un collègue expérimenté, des outils fondés sur des données probantes, 48%, moins de la moitié des cas, des résultats de recherche, 14% des cas, un cas sur 7. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai déséquilibre. Donc, on se base sur l'expérience, ce qui est très bien, mais par contre, on se base très peu sur les données probantes dans le champ de la prévention en général. Et alors que ces preuves existent, c'est ce que je vous ai indiqué, qu'il faut les utiliser, c'est une question d'efficacité, c'est aussi une question d'efficience, parce qu'une action non efficace, c'est aussi une dépense inutile dans un contexte, ce que j'ai rappelé en introduction, où c'est contraint en termes de dépenses. Mais c'est aussi, ça peut être aussi délétère. Je vous donne un exemple qui concerne la France, mais qui a concerné beaucoup de pays dans le monde et peut-être un certain nombre d'entre vos pays. C'est la mort subite du nourrisson. Là, vous avez en image l'évolution de la mort subite du nourrisson en France entre 1975 et 2005, sachant qu'avant 1975, c'est assez stable, et après 2005, c'est assez stable. Pour vous donner en valeur absolue, ça représentait en base 500 morts par an. Et vous voyez qu'entre 77 et 97, une augmentation considérable, on est passé de 500 morts par an à 1500 morts par an pendant 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 77, des recommandations de couchage sur le ventre, qui n'étaient pas du tout evidence-based. Traditionnellement, en France, comme dans beaucoup d'endroits, enfin, depuis les origines de l'humanité, les bébés sont couchés sur le dos, parfois sur le côté. Et là, on a expliqué du jour au lendemain aux femmes qu'il fallait coucher les bébés sur le ventre. Et 20 ans après, en se basant sur des données scientifiques, on a refait la recommandation inverse, couchez-les sur le dos. Et ça a été net, précis. Enfin, c'est une expérimentation naturelle, malheureusement, extrêmement objectivante. Et là, je vous ai donné un exemple d'un article assez intéressant qui a étudié ce phénomène à l'échelle de pays industrialisés, Europe, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, et qui dit, ça c'est la conclusion d'article, l'utilisation des preuves déjà existantes à l'époque, donc en 1975, aurait empêché au moins 500 000 morts en Europe, aux États-Unis et en Australasie. Donc vous voyez, on a mis en place une recommandation de prévention non basée sur des données probantes qui a tué plus de 50 000 nourrissons. C'est dramatique quand on y pense. Donc effectivement, on entend souvent, et vous l'avez rappelé, il vaut mieux prévenir que guérir, qui est un adage juste, mais ça ne veut pas dire que la prévention est inoffensive par nature. Une mauvaise prévention, c'est une prévention qui peut être délétère. Bon, là, c'est un autre exemple, c'est une synthèse au niveau mondial sur les programmes alcool, drogue illicite, tabac chez les jeunes, l'évaluation des programmes, et qui montre en vert sur les 3 produits qu'à peu près, le 38, 35, 36, qu'à peu près un gros tiers des programmes sont efficaces.
Vous avez en violet dans la dernière colonne, vous voyez, à peu près 60% ou un peu moins de 60% sont inefficaces. Et vous voyez qu'entre 3 et 5% des programmes sont délétères, augmentent les consommations de produits chez les jeunes. Donc tout ça pour dire, parce que ça c'est quelque chose, je vois dans les formations des professionnels de santé en France, sur lequel je dois appuyer régulièrement. Il y a vraiment l'idée reçue que la prévention, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Ben si, comme toute intervention de santé, qu'elle soit préventive ou curative, il y a des bénéfices, il y a des risques, et il faut que les bénéfices soient supérieurs aux risques, et ça dépend de plein de facteurs, et ça doit être évalué, et ça doit être mis en œuvre avec la même rigueur qu'on met en œuvre des traitements curatifs. Par rapport à, pour l'utilisation des données probantes, il faut des données probantes. Et l'absence de données probantes est un frein à cette utilisation. J'ai dit qu'il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup à l'échelle mondiale. Par contre, où il peut y avoir une difficulté, et notamment dans vos pays, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de preuves contextualisées. Et pour la prévention, c'est important d'avoir des preuves contextualisées. Quand on parle de comportement de santé, selon sa culture, selon la zone géographique dans laquelle on habite, selon les moyens que l'on a, selon l'organisation du système de santé, évidemment, ce n'est pas les mêmes modalités qu'on va mettre en œuvre et pas de la même façon. Et donc, on a besoin de générer des preuves en contexte. Et là, c'est vraiment une difficulté qu'on a en Afrique subsaharienne. Là, je vous donne un exemple. Hein, c'est un travail que j'avais fait avec un collègue, c'est déjà ancien, mais bon, ça donne une idée hein, sur l'Afrique francophone. C'est un petit bout de l'Afrique. Sur une année complète, seuls 32 articles publiés dans des revues scientifiques dans les champs de la prévention. Donc très très peu à l'échelle de ce bassin de population. Sur le même bassin de population en Europe, c'était 6 ou 7 000 articles, et aux États-Unis, il y a encore plus, 7 ou 8 000 articles. Pour dire que ça, c'est une difficulté que vous avez comme professionnel de santé exerçant en Afrique, c'est que vous manquez dans un certain nombre de domaines, notamment en termes de maladies chroniques, de preuves contextualisées, adaptées à vos contextes d'exercice, adaptées aux moyens que vous avez, adaptées aux contraintes que vous avez. Et ça, c'est une vraie problématique qu'on a aussi en France d'ailleurs, mais de façon moins forte, parce que la recherche en prévention n'est pas si bien développée que ça en France, donc on utilise beaucoup de données issues des pays anglo-saxons et la transposabilité n'est pas toujours parfaite. Il y a certains leviers qui fonctionnent très bien dans un contexte anglo-saxon qui ne fonctionnent pas chez nous. Donc on a besoin collectivement de générer de la preuve en contexte. Troisième défi, un défi organisationnel. Alors là, je suis allé tout de suite, j'allais dire, au cœur du sujet, c'est finalement, si on veut que la prévention fonctionne, quelles sont un peu les règles de base. J'en ai mis 5 à partir de sources diverses, de travaux qu'on avait conduits en France. D'une part, c'est une démarche intégrée. Là, depuis le début, je ne parle que du système de soins, mais évidemment, la prévention dans le système de soins est intégrée avec les autres leviers. L'hypertension artérielle, ce n'est pas que le rôle du médecin, c'est aussi l'éducation nutritionnelle, c'est aussi la qualité de l'offre, etc., etc. Deuxièmement, c'est une démarche populationnelle. C'est-à-dire que quand on veut faire de la prévention, et ça fait le lien avec l'item suivant, proactif et systématique, il faut s'intéresser à toute la population, voilà, de mon territoire, ma patientèle et autres, et avoir une démarche proactive. Alors, contrairement aux soins curatifs, où on va soigner les gens qui nous sollicitent. Je viens vous voir parce que j'ai mal. Et donc là, c'est du cas par cas. Quand on est en prévention, par définition, avant la maladie, notre dénominateur, notre population d'intérêt, c'est l'ensemble de la population concernée, qu'elle soit demandeuse ou non. Donc ça oblige à avoir une démarche proactive, qui est très classique, par exemple, dans le suivi des femmes enceintes. C'est une démarche qui doit être pertinente et evidence-based, ça je l'ai souligné, et une démarche collective coordonnée. Ça, c'est quelque chose d'important. La prévention, il faut la penser comme la maladie chronique, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler en un acte à un moment donné. Ça s'inscrit dans la durée, un sevrage tabagique, un sevrage à l'alcool, une obésité, une hypertension, ça ne se règle pas en 5 minutes. Plusieurs mois, voire plusieurs années, voire toute la vie. Et ça peut mobiliser des professionnels de compétences différentes. Et donc, ça oblige à avoir une coordination des soins
autour de ces problématiques préventives et pas des professionnels qui travaillent chacun de leur côté. Mais là-dessus, vous êtes en général un peu meilleur qu'en France, parce que vous avez déjà des organisations territoriales qui sont des fois pas riches en termes d'effectifs de RH, mais qui ont une vision un peu plus coordonnée entre activités de soins, activités de prévention au service d'une population donnée. Ensuite, les composantes, c'est-à-dire, je parle qu'il faut une action coordonnée, donc un parcours de prévention. Et si je résume de façon très, très simple, quelles sont les composantes clés de ce parcours de prévention? Il y en a trois. Je détaillerai un petit peu. D'abord, le repérage. Si on veut avoir une démarche proactive, il faut repérer les situations problématiques. Deuxièmement, il faut définir une prise en charge préventive. Et ça, c'est souvent le médecin qui peut l'amorcer à travers une intervention brève, par exemple. Et ensuite, il faut organiser une prise en charge qui s'inscrit dans la durée, qui mobilise plusieurs types de professionnels ou de structures. Pour le repérage, là, je vous ai pris un petit schéma de l'exemple anglais. Les Anglais ont développé quelque chose qui s'appelle le Make Every Contact Count. C'est un concept extrêmement intéressant qu'on essaye d'implémenter en France. Là, on a une étude pilote dans mon hôpital. C'est de dire que toute occasion de prévention, tout contact avec le système de soins doit être une occasion de prévention. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, par exemple. En France, par exemple, vous avez des patients hospitalisés qui relèvent de la vaccination antigrippale. Personne ne leur pose la question du statut vaccinal. Vous avez des gens admis aux urgences. Personne ne leur pose la question de leur consommation de substances psychoactives. Le principe du Make Every Contact Count, c'est tout contact avec un professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et l'occasion de mettre un pied dans une démarche proactive de prévention. Et ça fonctionne très très bien. Je pourrais vous donner plein d'exemples, y compris dans des contextes où on se dit qu'on n'a pas le temps, c'est complexe, comme celui des urgences par exemple. On a développé un pilote aux urgences pédiatriques à Bordeaux qui fonctionne très très bien. Et c'est vraiment essentiel. La demande du patient en prévention, elle est rarement présente par définition, puisqu'on est avant la maladie. Et donc, c'est aux professionnels de la générer. Et c'est aux professionnels de s'organiser pour la générer. Ensuite, les organisations, bon là j'ai donné l'exemple de 2 rapports français, mais bien sûr il y a plein de rapports, et pour l'Afrique notamment, la région OMS a publié des choses, et d'autres, sur comment articuler au mieux les ressources pour répondre aux besoins. Mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous ai pris l'exemple français. Sur lequel moi je travaille beaucoup sur le tabac notamment, que chez les femmes enceintes en France, on a une prévalence du tabagisme très très élevée en fin de grossesse, 17%, c'est le record du monde, c'est un record du monde dont on se passerait bien, alors qu'on a tous les outils, qu'on a toutes les techniques, que l'on sait comment faire arrêter de fumer. Ça bouge pas, on avait déjà 17% il y a 10 ans, et que malgré tout ce qu'on a autour, que les femmes enceintes en France ont 10 à 15 contacts avec un professionnel de santé au cours de leur grossesse, elles sont plutôt bien suivies. Dans un cas sur 5, personne ne leur a posé la question du tabac. Et quand on leur a posé la question du tabac, dans un cas sur 2, on n'aura rien proposé comme solution concrète pour arrêter de fumer. Donc, vous voyez, on a les outils, mais on ne fait pas de repérage systématique. Et on ne fait pas de mise en musique systématique d'une approche préventive. Et donc, nous, sur ce constat, on a mis en place un pilote organisationnel de mise en musique des acteurs des leviers existants, de façon extrêmement simple, un programme qui coûte quelques centimes par femme enceinte, donc pas du tout un programme coûteux, et qui a montré de très bons résultats dans un pilote. Ça, c'est les résultats du pilote, puisque nous, dans notre région, c'est plus de 20% de femmes enceintes fumeuses, donc on a une région où c'est, en Nouvelle-Aquitaine, c'est important, et on est passé de 21% à 15% dans le cadre de la première phase de notre expérimentation, sachant que la période n'était pas optimale, puisqu'on a lancé notre programme en 2020, en pleine période Covid, donc c'était un peu complexe. Là, on a des résultats encore meilleurs, qu'on est en train d'affiner autour de 8% de fumeuses. Donc, passer de 21 à 8%, uniquement en travaillant sur ça. Je repère systématiquement et j'organise la prise en charge
en mobilisant les ressources existantes. C'est pas simple, il y a beaucoup de freins. Bon, je vous passe la diapo, mais vous les aurez. Hein. Et donc là, on travaille, nous, sur tous les freins qui font qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre ces organisations. Tous les leviers aussi, j'y passe. Vous avez bien sûr dans votre contexte des freins et des leviers macro plus spécifiques en termes d'instabilité politique, d'offres de soins limitées, parfois de manque de professionnels spécialisés, de manque de moyens financiers. Enfin, voilà. Tout ça, c'est important parce qu'on ne peut pas mettre en place des organisations si on n'a pas tous les environnements pour mettre en place ces organisations. Ensuite, il y a tout l'enjeu de la e-santé dans ces organisations et qui peut être un atout extrêmement fort en termes de e-santé, qui peut aussi être un risque. Tout dépend de comment on en parle. Bon, ça, c'est juste un exemple d'article parce que j'aimais bien le titre, hein, que je vous ai donné cet exemple parmi tant d'autres. Sur l'utilisation de la santé digitale, donc de la e-santé en Afrique subsaharienne. Donc, j'aimais bien le titre, c'était e-health or e-chaos. C'est-à-dire, voilà, finalement, comment on s'empare de ce dispositif et comment ça peut être un excellent atout pour résoudre un certain nombre de problématiques, notamment en termes de ressources humaines, en termes de suivi, en termes de système d'information, de coordination des soins, comment on s'en empare, ou rajouter du chaos au chaos. Mais en tout cas, l'électronique est intéressant et il y a beaucoup d'expérimentations dans des pays à faible revenu, que ce soit en Afrique ou en Asie, qui montrent tout l'apport de la e-santé pour renforcer l'offre de soins dans certains territoires, parce que finalement, parfois, il est plus facile d'avoir accès à l'outil numérique qu'à la ressource humaine dans un territoire donné, à un endroit donné. Quatrième défi et dernier défi, je vous dis que j'ai essayé d'être court pour laisser du temps à la discussion, passer de la prévention à la promotion de la santé. Ça, c'est important. Hein. Si je prends le petit schéma de la santé, là, j'ai piqué au directeur général de la santé de Norvège. Finalement, il y a 3 grands leviers quand on veut faire de la prévention. Il y a les soins, c'est ce qu'on a vu, les pratiques cliniques préventives. Mais il y a aussi le travail sur les modes de vie et les environnements favorables à la santé. Et enfin, il y a le travail sur les déterminants structuraux de la santé, les revenus, l'éducation, le travail, etc., etc. Et la promotion de la santé, c'est ça. Et c'est tout l'enjeu qu'en tant qu'acteur de soins et en tant qu'établissement notamment, c'est comment on réfléchit aussi à être des acteurs d'éducation à la santé, pour nos patients, pour le territoire, et aussi à être des lieux de promotion de la santé, parce qu'un système de santé, ce sont aussi des professionnels de santé, et comment on réfléchit aux conditions de travail des professionnels de santé, ben ça c'est un enjeu majeur. En France, par exemple, nous avons un taux d'absentéisme extrêmement fort des professionnels de santé liés à une détérioration des conditions de travail, liées à la charge de travail et à plein d'autres facteurs, et qui pèsent sur notre système de santé, sur notre capacité à faire face aux besoins. Et donc, être un lieu de santé promoteur de santé, ça va au-delà des pratiques préventives. Je repère, je dépiste, je prends en charge l'hypertension. C'est aussi se réfléchir comme un acteur de promotion de la santé qui peut agir sur un environnement, qui est responsable aussi de la santé des professionnels et des étudiants en santé. Et c'est par exemple, c'est ce qui est animé dans le cadre du réseau français des lieux de santé promoteurs de santé, mais qui est lui-même l'antenne française du réseau mondial des hôpitaux promoteurs de santé, qui était porté par l'OMS, pour lequel il y a quelques antennes en Afrique. Alors, je n'ai pas vu dans la liste des hôpitaux labellisés d'hôpitaux africains, enfin, je suis allé voir sur leur site internet il y a quelques jours, ils sont peut-être en retard, mais par contre, il y a des centres collaborateurs de ce dispositif qui vise à mettre en place cette démarche. Et voilà, bon, ça c'est la définition française, mais qui est reprise de la définition de l'OMS. Hein. C'est quoi être un lieu de santé promoteur de santé? C'est d'améliorer la qualité des soins, les conditions de vie et de travail au sein de l'établissement, et ainsi que la participation des professionnels et des usagers aux décisions qui les concernent. Hein. C'est la promotion de la santé, hein, c'est l'empowerment. Et bon, la responsabilité populationnelle, je passe hein, pour pouvoir conclure et laisser du temps à la discussion, c'est plus important. Pour conclure sur ce virage préventif, c'est-à-dire comment on fait d'un système de soins complètement tourné vers le curatif un système de soins qui s'intéresse à la prévention, c'est d'abord une prise de conscience de nous tous, professionnels de santé, que la prévention, ce n'est pas en plus des activités de soins, ça fait partie de notre métier, ce n'est pas une activité en plus.
Et que la prévention, c'est un très bel outil aussi au service du soin curatif, parce que ça permet d'améliorer les soins, d'améliorer la qualité des soins par une prise en charge globale du patient, et on le voit en chirurgie ou dans d'autres domaines. Par une approche préventive, on diminue la morbimortalité chirurgicale, par exemple. Ça permet aussi d'améliorer la pertinence des soins, d'éviter les soins inutiles et donc dangereux, et donc d'augmenter l'efficience aussi. Et ça permet aussi de prendre en compte les besoins et les aspirations des patients. Et ça aussi, ça fait partie de la démarche préventive. Et donc, c'est important parce que souvent, quand je vois des professionnels de santé qui sont déjà saturés par toutes les activités qu'ils ont à faire, ils ont l'impression qu'on va leur ramener quelque chose de plus avec la prévention. Non, c'est une autre façon de faire ce qu'on fait déjà, de mieux le faire et finalement de dégager du temps, de dégager des ressources et de produire plus de santé. Et ça, c'est vraiment, vraiment important qu'on ait conscience de ça. Et c'est tout l'enjeu de la prévention au milieu de soins, c'est que les soignants se sentent aussi préventeurs. Et si j'en reviens à une vieille source, la source grecque, Asclépios, qui était le dieu de la médecine chez les Grecs, avait deux filles, une fille qui s'appelait Hygie et une fille qui s'appelait Panacée. Et donc là, c'était vraiment pour les Grecs la personnification des deux pieds sur lequel avançait la médecine. Hygie, l'hygiène, la santé publique, la prévention, et Panacée, le soin, le médicament, le soin curatif. Et dans cette conception grecque de la santé, mais j'ai pris ici pour exemple, mais comme en France, on prête encore le serment d'Hippocrate quand on est admis à être docteur en médecine. Donc, c'est une source importante pour nous, historique et philosophique. Donc, on voit bien dès le départ cette conception d'une médecine qui s'appuie sur ce volet prévention et sur volet soins, et ce volet prévention qui, jusque-là, malheureusement, n'est pas suffisant, a été laissé de côté. Donc, il y a tout l'enjeu d'arriver à rééquilibrer le processus. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et maintenant, je suis ouvert à vos questions. Donc, j'ai parlé très vite parce que je suis souvent bavard et j'ai essayé plutôt de sanctuariser du temps pour qu'on ait le temps de discuter. Donc, n'hésitez pas à revenir si vous avez des questions sur des points que je n'ai pas détaillés ou vous souhaitez des précisions ou des exemples. D'accord. Pour moi, vous n'avez pas parlé très vite, mais vous avez parlé très bien. Et je tenais aussi à vous souhaiter une très bonne année. Je vous souhaite tout ce que vous voulez et tout ce que vous méritez. Je pense que de cette première partie, il est important pour tout professionnel de santé de savoir que la prévention fait partie intégrante de son métier et il est important en tant que professionnel de santé de le savoir et de savoir que la prévention est un très bon moyen également pour les soins curatifs. Donc, je vous remercie, professeur, pour cette formation qui était super intéressante. Et nous allons passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la phase des questions et réponses. Comme d'habitude, toute personne qui a envie de poser une préoccupation peut lever la main. On va lui donner la parole et il pourra poser sa préoccupation. Ça peut être des apports, ça peut être des questions, ça peut être toute autre chose que vous aimeriez partager avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Mahmoud, qui a la main levée. Merci. Merci, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on arrive à vous entendre. Bonsoir, Monsieur Mahmoud. Et donc, Merci de vous merci à la présenter. modératrice, merci au professeur de la présentation enrichissante et intéressante. Moi, c'est Dr Abdelrahman Mahmoud. Je travaille comme médecin généraliste et je suis actuellement en spécialisation en santé au travail. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de la COVID-19, on était obligé d'un peu de travailler un peu différemment, car je suis en tout cas responsable des services de prise en charge des maladies ou des cas de malades de COVID-19 modérés à l'hôpital de référence à Nouakchott, en Mauritanie. Donc, c'est vraiment ce sujet de la prévention, un sujet vraiment intéressant et très important. Et avec l'avènement de la COVID-19, je pense que, en tout cas chez nous ici en Mauritanie, et je pense que dans d'autres pays, notamment dans la région africaine, on commence à comprendre vraiment la place de cette prévention. Et moi, je voudrais juste, par rapport à cela,
Par rapport à cette comparaison entre les maladies infectieuses, maladies transmissibles et maladies non transmissibles, je vois toujours cette comparaison et que dans nos régions, dans notre région africaine, les maladies non transmissibles commencent à prendre le dessus sur les maladies infectieuses et les maladies transmissibles. Mais moi, je ne sais pas, est-ce que au lieu de parfois toujours parler de cette dichotomie, voire en tout cas moi, à mon humble avis, on a vu avec la COVID-19 que beaucoup de décès, beaucoup de ceux qui ont souffert et qui ont souffert de formes graves de la COVID-19, c'était justement ceux qui avaient des maladies chroniques, ceux qui avaient des maladies non transmissibles et qui ne sont pas bien équilibrées, des diabétiques pas bien suivis, des hypertendus non suivis ou bien qui ne connaissaient même pas qu'ils étaient hypertendus, des maladies cardiaques qui ne sont pas stables. Ce sont ces malades qui ont des pathologies chroniques qui ont beaucoup souffert avec cette maladie infectieuse qui est la COVID-19. Donc, est-ce qu'il ne faut pas voir plutôt que avec ces dernières années, on verra les maladies non transmissibles et les maladies infectieuses être côte à côte pour ne pas dire avoir une aggravation synergique entre les deux. C'est une question que j'espère que le professeur a bien compris la question. Oui, merci beaucoup de votre témoignage et de votre question. Vous avez complètement raison sur le fond. C'est vrai qu'on fait la distinction des deux. C'est historique, parce que notamment les leviers pour lutter contre les maladies transmissibles traditionnelles, diarrhée infantile, etc., étaient des leviers plutôt environnementaux et de politique publique, alors que les maladies chroniques d'aujourd'hui, cancer, cardiovasculaire, relèvent aussi d'une prise en charge du système de soins. Donc, mais vous avez raison, c'est complètement intégré. Richard Horton, qui est le rédacteur en chef du Lancet, à l'époque de Covid, avait parlé de syndémie plutôt qu'une pandémie. C'est-à-dire que tout est intriqué. Comme vous le soulignez, en France aussi, 98% des décès Covid en France, soit des personnes très âgées, soit des personnes avec des maladies chroniques, obésité, diabète et autres. Donc, c'est très intriqué, je suis d'accord avec vous. Et le VIH devient maintenant, grâce au traitement, une maladie chronique. C'est pour ça que la distinction transmissible, non transmissible, on l'a fait par praticité et de façon historique, mais vous avez raison. Il y a d'autres façons d'envisager les choses. Et finalement, une meilleure classification, c'est peut-être les problématiques aiguës que l'on peut prendre en charge de façon aiguë. Voilà, par exemple, je donnais l'exemple de la diarrhée infantile, des problématiques chroniques liées à des modes de vie dans leur environnement et qui nécessitent une prise en charge qui s'inscrit dans la durée, l'hypertension artérielle. Mais avec évidemment des choses qui se croisent. Et la Covid, c'était vraiment l'exemple typique. On est dans une maladie infectieuse, mais qui touche d'abord, et ça a été beaucoup le cas quand on voit les données en Afrique d'ailleurs, qui touche, comme vous l'avez souligné dans votre témoignage, des patients qui par ailleurs ont des maladies chroniques. Donc est-ce qu'on est mort de son hypertension ou est-ce qu'on est mort du Covid ? C'est difficile, on a les deux. Et c'est un peu la question un peu du double fardeau, c'est que ce n'est pas vraiment une transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'il y a cette problématique de maladie chronique qui ne vient pas remplacer les problématiques préexistantes, mais qui vient se rajouter aux problématiques préexistantes. Donc vous avez raison, moi j'ai présenté ça parce qu'on présente traditionnellement la transition épidémiologique, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, professeur, pour votre réponse. J'espère que le docteur Mahmoud a eu gain de cause par rapport à sa préoccupation. Oui, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Donc, je vais passer la parole à Dr Freddy, puis après, ce sera le tour de Dr Joël. Merci à Dr Freddy de prendre la parole, de se présenter et de poser sa préoccupation. Merci, Dr Pascaline. Et en même temps, merci au professeur aussi pour sa présentation. Et moi, je suis Nadinga de Freddy, je suis tchadien, médecin généraliste. Je suis en master 1 en promotion de santé. Vraiment, c'était
très belle présentation qui a pris en compte Ah, ça a toutes mes coupé, attentes. je ne vous entends plus. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est pour tout le monde. Bon, moi, Alors, j'entendais. Je vais demander au docteur Freddy de oui, bien vouloir reprendre, s'il veut bien. d'accord. Merci, docteur Pascaline. Je disais, je remercie le professeur pour sa présentation. Il s'agit vraiment d'un sujet très intéressant et dans sa présentation, il a pris en compte toutes mes attentes. Ce que je voudrais ajouter aussi, et puis en même temps une question, la question de prévention en tant que telle, je pourrais dire que peut-être c'est un problème de base. Si on veut voir pour nous, les médecins en particulier, notre formation de base à un niveau, c'était un truc juste clinique. Voilà, on fait diagnostic, traitement, il n'y a pas de côté de volet prévention. Ça, c'est un. Et lui, de deux, peut-être en Afrique, aussi nos systèmes de santé peut-être ne nous aident pas vraiment, ne mettent pas vraiment les moyens ou bien ne mettent pas beaucoup d'accent sur le volet prévention. Donc, ma question est de savoir, est-ce que pour un peu résoudre ce problème, on ne pourrait pas revoir le système de base dans la formation et également les systèmes de santé, surtout en Afrique du moment où, par exemple, ici, au Tchad, il n'y a pas vraiment de système de mise en place pour la prévention des maladies chroniques. Et peut-être avec l'avènement de Covid, tout le monde est là, prévention des maladies d'hygiène de Vincent. Mais pour les maladies chroniques, c'est vraiment pas vraiment développé. Et voilà, donc c'était ça ma question. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. J'ai été coupé à un moment, mais comme vous avez reformulé, je crois avoir compris votre question. Vous avez tout à fait raison. C'est les deux diapos où je suis passé vite avec tous les freins et les leviers à la mise en œuvre de la prévention. Il y en a plein et qui ne sont pas spécifiques à l'Afrique. Il y a le manque de formation des professionnels de santé. Dans nos formations initiales, comme vous l'avez dit, hein, on apprend à diagnostiquer et traiter enfin en curatif, mais on a peu d'enseignements autour de la prévention, des leviers de changement de comportement, des problématiques de cette prise en charge. Enfin voilà, de ce que je vous ai dit aujourd'hui, moi, ce que je vous ai dit aujourd'hui, je ne l'ai pas appris à la fac de médecine, hein. C'est après, et ça, c'est assez universel. Il y a des problématiques aussi, effectivement, de moyens, c'est-à-dire quels sont les moyens que l'on accorde à la prévention. Donc, sur certaines priorités, il y a des moyens internationaux ou autres. Voilà, je prends l'exemple de la vaccination, mais sur beaucoup, beaucoup de sujets, notamment maladies chroniques, on n'a pas grand-chose, hein. En termes d'infrastructures, en termes de professionnels dédiés, c'est parfois nécessaire pour des cas complexes de prévention, en termes de moyens financiers, en termes et donc effectivement, au-delà de l'implication de tel ou tel professionnel, il y a un enjeu structurel à prendre en compte cette problématique. Et ça, moi, j'essaye, hein, quand je discute avec des régulateurs, avec des politiques, avec des administratifs, leur faire prendre conscience qu'ils ont intérêt à investir en prévention et qu'il y a un retour sur investissement rapide. Mais effectivement, on va au plus visible, au plus rapide, on investit dans le soin curatif, ce qu'il faut faire bien sûr. Mais ça, c'est universel, hein. La situation que vous avez décrite pour votre pays, on a la même en France, hein, par rapport à ça. On a beaucoup, beaucoup de mal à former en prévention, à intégrer ces formations dans les cursus des professionnels de santé, médecins et non médecins, à budgéter tout ça. Et c'est extrêmement complexe parce que les décideurs eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'en France, une hospitalisation sur deux est évitable par la prévention. Que la maladie d'Alzheimer, par exemple, en France, c'est une priorité nationale, la maladie d'Alzheimer, devant l'augmentation du nombre de patients et l'impact que ça a pour les patients, pour les familles aussi, pour les proches et autres, que 2 tiers de ces cas sont évitables en agissant sur le tabac, l'activité physique, etc. Il n'y a pas cette conscience. Donc, c'est non seulement la formation des professionnels de santé, mais c'est aussi tout le plaidoyer qu'il faut faire pour pouvoir convaincre et un plaidoyer qui doit être basé sur des données scientifiques. Donc, j'y reviens aussi, hein. Il y a un vrai besoin de produire des données en contexte aussi en Afrique là-dessus. Donc le problème, il est structurel, hein, c'est sûr. D'accord, merci beaucoup, professeur.
Je vais laisser la parole au docteur Joël Henry. Bonsoir à tous. Bonsoir, professeur. Bonsoir, docteur. C'est pour moi un réel plaisir d'avoir suivi votre présentation et je vous en suis vraiment gré. Mais je suis un tout petit peu resté sur ma fin et c'est peut-être vers la fin de votre présentation que j'ai commencé à voir, que j'ai commencé à étancher ma soif, mais elle n'est pas allée au bout. Notamment lorsque vous avez dit que on devrait beaucoup plus commencer à passer d'un mindset de prévention à un mode de promotion de la santé. À ce niveau, je m'attendais beaucoup plus à ce que vous abordez les fondements de la promotion de la santé, encore appelée la nouvelle santé publique, notamment les inégalités sociales sur lesquelles sont basées, les inégalités sociales de santé sur lesquelles sont basées les différents déterminants sociaux de la santé, ainsi que l'engagement communautaire qui est un pilier incontournable afin d'impliquer beaucoup plus les populations cibles dans la démarche de prévention en santé. Est-ce que vous pourriez nous développer un peu ces points, s'il vous plaît? Oui, vous avez tout à fait raison et je suis désolé que vous ayez encore un peu faim et soif, mais c'est difficile hein, sur une présentation de faire le tour de la question. Là, moi, j'ai ciblé plutôt autour des pratiques cliniques préventives, c'est-à-dire du repérage et de la prise en charge, on va dire des facteurs de risque au sens général par les acteurs de soins. Mais vous avez raison, l'enjeu numéro un, ou un des enjeux numéro un, c'est d'agir sur les déterminants structuraux de la santé. Et là, on pourrait en faire plusieurs séances là-dessus. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, dans la conférence de Genève, il y a tout juste un an, hein, c'était en décembre 2022, qui a remis à jour un petit peu la charte d'Ottawa et en insistant sur le bien-être des populations, enfin, a beaucoup insisté sur cette notion de déterminants structuraux. Donc ça, je suis d'accord, hein, c'est un enjeu extrêmement important que j'ai volontairement pas développé aujourd'hui parce que j'étais plutôt ciblé sur le rôle du système de soins. Ceci étant dit, comme vous venez de le dire, en tant qu'acteur du système de soins, on est aussi acteur de promotion de la santé. C'était mes dernières diapos, comme vous l'avez souligné. C'est-à-dire comment, en tant qu'acteur du système de soins, je prends en compte les préférences des patients, j'intègre mon activité à ceux de la communauté et des autres acteurs de la communauté. Je prends en compte, quand j'ai un établissement, la santé des professionnels de santé, parce qu'elle est précieuse aussi, et comment aussi j'analyse l'impact de mon établissement sur son environnement à tous les niveaux. Donc, dans votre question, enfin, moi, je vois j'allais dire deux sous-questions, deux parties. C'est que d'une part, il y a tout l'enjeu des déterminants structuraux de la santé qui ne concerne pas le système de santé. Hein. C'est pas la politique de santé, mais c'est la santé dans toutes les politiques. Et ça, je n'ai pas du tout abordé ça aujourd'hui, mais je suis d'accord avec vous, c'est majeur, majeur, majeur. Et par ailleurs, il y a comment les professionnels de santé, les institutions de santé, les offres de soins, pour prendre un terme générique, ont une vision qui va au-delà de la prise en charge individuelle d'un patient A, d'un patient B, d'un patient C, pour faire de la promotion de la santé avec les exemples que je vous ai donnés. Mais je suis d'accord avec vous, il y aurait tout un développement à faire aussi là-dessus. J'ai choisi de cibler sur les pratiques cliniques préventives, c'est un choix. Hein, bon. Ok, d'accord. Merci, professeur. Merci à vous, docteur Joël, même si vous ne nous êtes pas présenté à nous. Alors, c'est une option. C'est le docteur Joël Henry Boissani. Je suis médecin généraliste. Je suis également en master de promotion de la santé. D'accord, merci. Je vais passer la parole à docteur Idrissa. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Ok, bonsoir à tous. Merci pour la parole. Nous remercions Dr Pascaline et à professeur pour la brillante présentation. Allô? Allô, vous m'attendez? Oui. Allô? Oui, moi je vous entends en tout cas. Allô?
Oui, docteur, on vous reçoit. On vous reçoit. Ok, merci. Je me, je me nomme Souri Idrissa. Je suis infirmier diplômé d'État au centre hospitalier universitaire Sanoussourou, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Je suis également étudiant en Master 2 en nutrition et santé humaine. Je souhaiterais que le professeur revienne sur le quatrième défi majeur sur la prévention en milieu de soins. C'était ma question. Merci. Sur le défi de la promotion de la santé? Je Le pense qu'il a quatrième parlé défi. du quatrième Je ne défi. sais pas si vous pouvez revenir sur ça. Oui, c'est ça. C'est que Voilà, juste si le professeur peut revenir sur le quatrième défi. voilà. Ça fait le lien effectivement avec la question précédente, ce défi politique. Parce que si on veut aller au-delà justement de la prévention pour faire de la promotion de la santé, avec tout ce que ça veut dire, c'est un ensemble d'enjeux qui vont au-delà de la prise en charge individuelle des patients. C'est les liens des établissements ou des offres de soins, que ce soit un dispensaire, un hôpital ou autre, avec l'environnement et les autres professionnels, les autres acteurs, les communautés. Et dans les relations, ça peut prendre des formes extrêmement diverses. Ça peut être des actions qu'on qualifie en France de hors les murs. C'est comment on peut ne pas attendre que les patients viennent nous voir, mais aller voir notamment les publics, les populations les plus éloignées du système de soins, les plus vulnérables. C'est les liens que l'on fait. Comment on fait des liens avec des professionnels d'un établissement, avec des professionnels en dehors de l'établissement pour une prise en charge coordonnée, parce qu'en général, une hospitalisation, c'est un épisode dans la vie d'un patient, et comment on assure une continuité avec l'avant et avec l'après. Donc, c'est tout ça dans le cadre de la prise en charge, mais ça va encore au-delà, puisque la promotion de la santé, c'est l'impact environnemental de l'établissement, et c'est un vrai enjeu aussi, hein, parce que en termes de pollution chimique, en termes de transport parfois, en termes de... Il y a toute une réflexion globale à faire. Voilà, je prends l'exemple de mon hôpital, c'est un contexte particulier, hein. Mon hôpital, c'est 14 000 salariés. C'est le plus gros employeur de la région. Et c'est 14 000 personnes qui se déplacent pour aller au travail, qui reviennent. Donc, c'est tout un enjeu aussi de transport au niveau de la ville. C'est un enjeu aussi en termes de qualité de vie des soignants, parce que la ville de Bordeaux est très chère, donc les professionnels habitent de plus en plus loin, et donc avec des heures de transport de plus en plus importantes. Donc c'est à la fois un enjeu de qualité de vie des professionnels, un enjeu de pollution environnementale, un enjeu d'organisation du travail, et la promotion de la santé, c'est avoir cette vision globale. C'est-à-dire, c'est d'aller au-delà, je prends en charge des patients, pour réfléchir, j'ai un rôle social en tant qu'employeur, en tant qu'acteur dans une communauté, avec les autres acteurs, qu'ils soient soignants, non soignants, du médical, du social, du culturel, etc. Et c'est tout ça. Mais bon, là, je vous le présente de façon un peu brève. Si vous allez sur le site des hôpitaux promoteurs de santé, vous avez des référentiels, etc., qui sont assez bien faits et qui décrivent finalement toutes les missions et tous les aspects de cette vision environnementale, promotion de la santé d'un établissement notamment. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous allons continuer avec Dr Morel Aguia. Merci beaucoup, Pascaline, Doc. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher professeur. J'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, on vous reçoit. D'accord. Alors, moi, c'est docteur Morel Aguiar. Je suis dentiste. Je suis chirurgien dentiste au Sénégal, de nationalité béninoise. Je n'ai pas vraiment une question, c'était plus un partage. Je suis également un gros partisan de la prévention et vous avez raison que effectivement, enfin, les chiffres que vous avez énoncés par rapport à l'hypertension, par exemple, ils peuvent très, très, très bien s'appliquer également dans notre contexte en chirurgie dentaire, sachant que la carie, en fait, dentaire et les maladies parodontales sont un fléau mondial
et que c'est évitable rien qu'avec de la prévention. Et donc, enfin, c'est pour cela que d'ailleurs le thème m'a beaucoup intéressé. Et j'ai juste une petite doléance en fait, c'est est-ce que ce serait possible d'avoir peut-être la bibliographie utilisée pour la présentation? Enfin, je quittais la clinique et du coup, je n'ai pas pu suivre depuis le début avec les images, j'avais juste l'audio. Et voilà, donc c'était juste ça. Merci. Nous vous en prions, docteur Morel. La documentation sera disponible. Et voilà, moi, je vais bien. Je ne sais pas si le professeur a quelque chose à vous dire par rapport à votre préoccupation. Professeur François, vous avez la Oh, parole. merci. Enfin bon, je suis ravi de voir que vous avez réuni autour de la table virtuelle des médecins, infirmiers, chirurgiens dentistes, parce que comme je l'ai dit, les enjeux de prévention, c'est des enjeux qui mobilisent tous les professionnels de santé, quelle que soit finalement leur profession, pour des sujets spécifiques. Là, pour vous donner un exemple, moi je travaille beaucoup avec les chirurgiens dentistes sur des sujets, j'allais dire, qui sont leur cœur de métier, vous avez parlé de la carie, mais aussi sur le tabac par exemple. Parce que la porte d'entrée du tabac, c'est la bouche quand on fume. Les effets se mesurent souvent, c'est souvent les premiers effets qu'on voit à ce niveau-là. Et le chirurgien dentiste peut être, dans le Make Contact Count, un très très bon acteur de repérage. Vous fumez, c'est la maladie que vous avez est liée au tabac. Est-ce que vous souhaitez arrêter? Et si oui, après, il peut passer la main, etc. Mais pour vous dire que tout professionnel de santé est habilité à poser la question de la prévention et à des portes d'entrée spécifiques. Voilà, j'ai cité l'exemple du dentiste et du tabac. Et c'est important justement de travailler comme ça en communauté de santé multiprofessionnelle. Merci beaucoup, professeur. Nous allons donner la parole à monsieur ou madame Swad. Je suis madame, donc bonjour tout le monde. Merci Bonjour, pour madame Swad. oui, merci pour cette présentation qui est très pertinente. Je suis docteur Souad Yahyewi, je suis médecin généraliste, j'exerce en Tunisie. Dans notre pays, nous avons un programme de lutte contre les maladies non transmissibles, les MNT, mais nous avons eu un recul très important dans ce programme pendant la période de Covid 2020-2021. Vu que les personnes ont évité de visiter les structures sanitaires peur de contamination et aussi les actions qu'on a mis dans ce programme-là nécessitent des rassemblements et on doit respecter la distanciation sociale. Donc, ce sont des actions qui sont déconseillées. Donc, nous avons eu un recul très important, mais nous avons mis des objectifs et des indicateurs sur plusieurs années. Mais je voudrais insister sur les travaux, il faut faire des travaux et il faut avoir des statistiques et des travaux pour valoriser l'intérêt de dépistage, combien il nous apporte un gain sur l'économie et sur les vies humaines. Et merci. Merci à vous, madame Swad. Je pense que c'était beaucoup plus un partage, je pense, d'expérience avec nous. Je ne sais pas si le professeur a quelque chose à ajouter par rapport à ce partage. Merci. Enfin, j'ai juste pour souligner hein, que ça rejoint ce que je disais sur les preuves. On a besoin de preuves en contexte. D'une part, pour avoir les bons leviers qui répondent à la contexte donné, mais aussi parce que c'est un outil de plaidoyer vis-à-vis des politiques. Donc, je vous rejoins tout à fait dans ce que vous disiez. Merci. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir. La parole est toujours disponible. Vous pouvez lever la main et poser votre préoccupation, partager avec nous votre expérience de la question. Et si vous avez des avis aussi, c'est le moment. Bon, je pense qu'il y a personne en attente.
Je ne sais pas si le professeur a quelque chose comme mot de fin à nous dire en ce qui concerne la thématique de ce jour. Ça dépend de vos questions, de vos non-questions. Je pense qu'il y a monsieur ou madame Aroua qui a levé la main. Je suis vraiment désolée, je n'avais pas vite vu. Vous avez la parole. Ok, bonsoir, docteur Pascaline. Et bonsoir, professeur. C'est monsieur Aroua Charles Lebeau. Je suis infirmier diplômé d'État. Bonsoir. Et je vous appelle depuis le Bénin. Je ne vous entends plus. Moi, je vous entends. Monsieur Aroua. Oui, monsieur Aroua Charles Lebeau, infirmier diplômé d'État. Je vous appelle depuis le Bénin. D'accord, un plaisir de vous entendre. Merci de poser votre préoccupation. En fait, ma préoccupation est celle-ci. Dans la communauté, il y a des gens qui souffrent silencieusement des affections chroniques dont vous avez parlé, l'hypertension, le diabète et plein d'autres. Maintenant, je voudrais savoir la prévention en tant qu'agent de santé, notre prévention, mais la prévention que nous allons... vous m'excusez. La prévention va consister en quoi? Est-ce qu'il faudra aller dans la société, dans la communauté, dépister ces gens, alors qu'il y en a parmi eux qui ne veulent pas venir à l'hôpital? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, je comprends votre préoccupation. Voilà. Il y a certains qui ont ces maladies-là silencieuses, qui souffrent dans le silence, qui ne veulent pas se faire consulter. Alors, la prévention va consister en quoi en ce moment? Merci beaucoup pour votre question. Je vais laisser le professeur répondre. Je pense que votre question est de savoir pour ces personnes-là qui souffrent de maladies chroniques, qui sont dans la population, mais qui ne viennent pas quand même, qui sont peut-être ignorants ou qui ne viennent pas à l'hôpital, comment on fera en tant que professionnel de santé la prévention de ces maladies chez ces personnes-là? Je pense bien que c'est ça. Je ne sais pas si le professeur a quelque chose à dire par rapport à la préoccupation de M. Aroua. Oui, c'est une vraie préoccupation qui revient souvent, puisque vous avez vu l'exemple de l'hypertension, où vous avez une minorité de patients traités équilibrés. Souvent, on attribue ça effectivement à des personnes qui ne souhaitent pas être traitées ou être suivies. C'est assez rare quand même finalement. Parce que d'abord, vous avez beaucoup de personnes, notamment quand on est sur de l'asymptomatique. Je suis hypertendu, enfin à part quelques hypertendus sévères, je ne le sais pas. Je suis diabétique, je ne le sais pas. Je suis fumeur, je ne me rends pas compte et je n'ai pas de conséquences encore pour la santé. Et donc, oui, ces personnes ne vous solliciteront pas spontanément. Donc, c'est une démarche proactive qu'il faut aller vers elles. Il y a des outils pour ça, d'intervention brève, d'entretien motivationnel, pour leur faire prendre conscience qu'il y a une problématique, que cette problématique trouve une solution, enfin, a des solutions, et qu'est-ce qu'ils souhaitent ou est-ce qu'ils ne souhaitent pas. Donc, il y a le premier enjeu, effectivement, d'être proactif. C'est-à-dire que, naturellement, les gens n'iront pas vous voir spontanément s'ils n'ont pas de plainte. Enfin, quand je dis s'ils n'ont pas de plainte, s'ils n'ont pas de souffrance, s'ils n'ont pas une incapacité, s'ils n'ont pas une douleur, etc. Et dans le champ de la prévention, c'est ça qui est difficile. C'est qu'il n'y a pas de demande par définition. Et donc, il faut la générer, cette demande. Il faut repérer, il faut diagnostiquer, il faut expliquer, etc., etc. C'est comme pour la vaccination. Maintenant, ça fait quand même des décennies qu'on vaccine, donc les parents peuvent avoir exprimé une demande, mais dans les premiers programmes de vaccination, c'était pas évident. Donc, il y a besoin de cette force de persuasion, de repérage systématique, etc. Et c'est à nous, professionnels de santé, de faire cette démarche. Et deuxièmement, il faut réfléchir à tous les freins qu'il y a. Parce qu'évidemment, si je ne traite pas mon hypertension, voilà, j'ai été repéré, on m'a prescrit quelque chose, mais je ne traite pas. Pourquoi je ne traite pas? Est-ce que j'ai accès aux médicaments? Est-ce que j'ai les moyens de le prendre? Est-ce que les effets indésirables du médicament ne sont pas trop importants par rapport à ça? Etc., etc. Donc, il faut réfléchir aussi à tous les facteurs qui font que c'est difficile de changer son mode de vie, c'est difficile de prendre un traitement à vie. Voilà, on parle de la sédentarité, mais
c'est parfois difficile pour certains d'être actifs pour plein de raisons. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à prendre en compte. Mais pour moi, il y a bien les deux aspects, la question du repérage systématique et qui doit être proactif, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la demande, il ne faut pas attendre la demande. Ça, je suis clair là-dessus. Et deuxièmement, organiser une prise en charge, mais s'assurer qu'elle soit effective, c'est-à-dire que les personnes en face ont les moyens financiers en termes de littératie, en termes d'accès, tout simplement, hein, d'accès physique à la prise en charge. Quand je dis l'accès physique, voilà, pour vous donner un exemple, en France, on a un programme de dépistage du cancer du sein par mammographie, où toutes les femmes sont invitées à passer 50 ans, tous les 2 ans, à avoir une mammographie de dépistage dans un centre. Et c'est gratuit. Donc on peut dire, il y a une invitation, c'est proactif et c'est gratuit. Sauf qu'il n'y a pas des radiologues partout et que dans certaines zones rurales, il faut plusieurs heures pour avoir accès au radiologue le plus proche. Mais ce problème d'accès font que les femmes les plus isolées ne vont pas se faire dépister. Et donc moi, si je veux que mon programme soit efficace, il faut réfléchir aussi comment amener l'offre au plus près des populations. Et il y a des expérimentations avec des mammobiles, c'est-à-dire des appareils de mammographie mobiles qui vont de village en village, etc. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, beaucoup de gens ne suivent pas les recommandations, les traitements, les dépistages, les vaccinations, etc. Mais c'est rarement quand même par manque de volonté individuelle, c'est souvent parce que l'environnement ne s'y prête pas pour plein de raisons. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Donc il y a bien les deux volets. La systématisation qui doit être proactive, et ça c'est important. Et deuxièmement, s'assurer que l'environnement s'y prête en termes d'accessibilité financière, géographique, culturelle, en termes d'offres, de qualité de cette offre, etc. Donc c'est pas simple. Hein. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est pas du jour au lendemain que ça se construit. D'accord. Je pense qu'il y a Monsieur Dave Moulamba qui s'impatiente. On va lui donner la parole. Merci bien de vous présenter. Ok, bonsoir madame, bonsoir professeur. Je m'appelle Dave Moulamba, comme c'est mentionné. Je suis diplômé en épidémiologie et puis stagiaire au Bureau central des zones de santé de Kinshasa. Et je suis à partir de la RDC. J'ai juste des petites questions, professeur. Bon, nous avons appris dans nos cours de soins de santé primaire à l'université qu'il y a au moins 4 types de prévention, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Mais là, lorsque nous sommes dans des structures sanitaires, hôpital, quel type de prévention qui doivent s'appliquer? Et à part ça, quels sont les outils ou bien des piliers qui peuvent accompagner la prévention au niveau des structures sanitaires? Merci pour la parole. Merci. Donc effectivement, vous avez souligné les classifications classiques, hein, prévention primaire, donc agir sur les facteurs de risque, secondaire, notamment le dépistage en tout début de maladie avant qu'elle soit cliniquement décelable, tertiaire chez les malades pour éviter les récidives, les complications et améliorer le pronostic, et quaternaire pour éviter les effets indésirables des soins. Donc c'est une classification classique que j'utilise peu parce qu'elle n'est pas forcément toujours opérante. Et pour répondre précisément à votre question, c'est les 4 qu'on fait en milieu de soins. Parce qu'on peut faire de la... Voilà, je prends l'exemple de mon hypertension artérielle. Je traite quelqu'un qui est en bonne santé, c'est de la prévention primaire. Je traite quelqu'un qui a déjà fait un infarctus ou un accident vasculaire cérébral pour éviter qu'il récidive, c'est de la prévention tertiaire. Mais c'est la même chose, finalement, que je mets en œuvre. Donc c'est pour ça, c'est qu'en milieu de soins, on fait les 4 types de prévention et on peut faire les 4 types de prévention. Et la deuxième partie de votre question, je suis désolé, j'ai oublié. Si vous pouviez me redonner. Je ne sais pas si, voilà. Je ne sais pas si Monsieur Dave est toujours là. Monsieur Dave Moulamba. Je pense qu'il est là, mais je ne sais pas s'il arrive à monter. Oui, je suis là, madame. Le professeur dit là-haut.
oublié une partie de votre question. Oui, la deuxième partie de votre question, si vous voulez bien me la rappeler, je suis désolé. Oui, j'ai demandé au niveau des structures sanitaires, quels sont les outils ou bien les axes qui peuvent accompagner la prévention? Oui, j'ai bien fait de l'oublier parce que c'est une question très complexe. C'est pour le repérage systématique, on a besoin d'avoir un outil en termes de documentation. Et c'est ça qui est compliqué, que le système d'information permette de faire ce repérage. Donc, soit, ça peut passer par l'informatique, hein, avoir un dossier informatique permettant de le faire. Ça peut passer par le papier, c'est-à-dire, par exemple, on avait une expérimentation dans certaines maternités où ils étaient mal informatisés, où leur système ne permettait pas de bien le faire. Et c'était une fiche avec quelques questions posées aux femmes, où les femmes répondaient sur un certain nombre de problématiques de santé préventives, et ils remettaient la fiche papier. Donc, pendant l'attente, dans la salle d'attente, donc ça permet en plus de rentabiliser, entre guillemets, l'attente, et remettaient aux professionnels de santé, les prenaient en charge, cette fiche, et ça permettait de faire un diagnostic partagé en termes de prévention et priorisé. Donc, tout ça pour dire qu'il y a besoin d'un recueil de données et d'un outil un peu standardisé pour savoir, voilà, est-ce que la personne fume pas, quel est son BMI, etc., etc. De préférence informatisé, parce que l'avantage quand c'est informatisé, ça permet de faire des liens, une évolution dans le temps, de faire des liens entre les professionnels, entre des établissements, etc. Donc, c'est un outil extrêmement important. Malheureusement, en France, ce n'est pas le cas. On a vraiment un vrai problème du système d'information en France. Pas de manque de système d'information, mais on en a trop. C'est que chacun a son logiciel, ils ne communiquent pas entre eux, etc. Et donc, on a vraiment beaucoup de mal à avoir un suivi de la prévention, aussi par ce manque d'information. Donc, en gros, on a besoin d'un système d'information, quel que soit, qu'il soit informatique dans l'idéal, mais sinon, le papier, ça fonctionne bien aussi. Deuxièmement, on a besoin de référentiels. Qu'est-ce que je dois faire dans quelle situation ? Qui je repère pas, qu'est-ce que je dépiste, qu'est-ce que je dépiste pas, voilà, est-ce que je fais du dépistage du cancer de la prostate ou pas. On a besoin de référentiels. Et ça, c'est aussi des choses qui peuvent manquer dans certains pays. En France, spécifiquement, on n'a pas tant de référentiels que ça en prévention construits en France. Il y en a beaucoup aux États-Unis, par exemple, il y a même une agence spécialisée là-dedans, l'US Preventive Task Force, voilà. Donc, on a besoin de référentiels pour savoir quoi faire, dans quelles circonstances, chez qui dépister, ne pas dépister, chez qui prendre en charge, ne pas prendre en charge, quel type de prise en charge. Troisièmement, effectivement, on a besoin de professionnels et on a besoin que ces professionnels se soient organisés et définis entre eux les rôles de qui fait quoi dans les organisations préventives, que ce soit au sein d'un établissement ou d'un territoire de procédure. Donc, vous voyez, c'est très organisationnel ce que je vais vous dire. On n'a pas besoin de traitement miracle, hein. On a besoin d'un système qui nous permette de noter qu'il y a un problème, de référentiels qui nous permettent de dire qu'est-ce qu'il faut faire sur le problème et de s'être organisé localement avec les moyens que l'on a pour savoir qui fait quoi. Voilà, si je devais résumer de façon très, très brève les enjeux essentiels, c'est cela. Et c'est ce que nous, on essaye de tester dans différents contextes en France. Quand je dis dans différents contextes, en ville ou à l'hôpital, c'est ça. C'est finalement vraiment les points clés et qui sont aujourd'hui les freins essentiels à l'approche de prévention. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient rajouter quelque chose, qui aimeraient poser des préoccupations. Oui, docteur Mahmoud. Oui, docteur Maman Sissé aussi, je voudrais donner quelques essais de réponse là par rapport à la prévention. D'accord, docteur Maman Sissé, vous pourriez, merci de vous présenter, voilà. Oui, on m'appelle docteur Maman Sissé Ibrahim. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Parakou au Bénin. Donc, celui qui a posé la question sur la prévention a parlé de prévention primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Et il a demandé à l'hôpital quel type de prévention. À l'hôpital, en matière de risque professionnel, il y a deux types de prévention souvent qu'on utilise. Il y a la prévention technique et la prévention médicale.
La prévention technique comprend la prévention intégrée qui s'applique à la conception même des installations, soit en industrie, à l'hôpital. Il y a la prévention collective et la prévention individuelle. Donc, quand on parle de prévention technique, on sous-entend la prévention intégrée, la prévention collective et la prévention individuelle. Quand on dit prévention collective, c'est pour tout le monde. Alors que la prévention individuelle, c'est pour chacun. Par exemple, le port de masque. Pendant la COVID, le port de masque que nous faisons, c'est une prévention individuelle. La vaccination aussi. Alors que quand on empêche à ce que des individus viennent à l'hôpital pour contaminer le personnel soignant, c'est une prévention collective. Tout ça, c'est ça qu'on appelle la prévention technique. Maintenant, la deuxième prévention, c'est la prévention médicale. La prévention médicale s'oppose à la prévention technique. Et la prévention médicale, c'est quoi? C'est les visites médicales d'embauche. Un employé veut commencer son travail, il est recruté, il faut lui faire une visite médicale à l'embauche pour savoir son état sanitaire, à quel poste de travail on peut le mettre. Et là, des visites médicales maintenant périodiques, souvent annuelles, et des visites aussi systématiques. Systématiquement, on peut faire des visites à un personnel d'un hôpital en fonction des risques encourus. Voilà donc ces deux types de prévention intégrée et médicale qui s'appliquent dans les services de santé et dans plusieurs services. En opposition aux 4 types de prévention qu'il avait dit, première, qui consiste à prévenir la maladie, deuxième, prévention secondaire, qui consiste à dépister les maladies et à les traiter, prévention tertiaire, là-bas, c'est pour éviter les complications. Prévention quaternaire, c'est pour soigner les séquelles. Donc ça, c'est 2 types de classifications différentes. Voilà mon approche par rapport à sa réponse. Je vous remercie. Merci à vous aussi, docteur, pour votre apport à la question. Je ne sais pas si à ce stade, le professeur François aimerait rajouter quelque chose. Merci pour ce témoignage. Et effectivement, il y a plusieurs façons de classer la prévention. Il y a l'OMS, il y a celle que vous avez dit qui est utilisée en santé au travail. Il y a aussi ciblée, sélective, universelle. Voilà, il y a plusieurs façons, effectivement, de classer les interventions de prévention. Il y a aussi celle que j'ai mis dans ma présentation par type d'action ou par levier. Mais dans tous les cas, elles sont toutes mobilisables en milieu de soins. Et c'est ça qui est important. Et en tant que soignant, on a cette boîte à outils, quelle que soit la façon dont on range les outils, dans quelle case on les range. En tout cas, ils sont tous mobilisables. Et il n'y a pas une prévention réservée ou il n'y a pas une prévention exclue en tant que professionnel de santé. Merci, professeur. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin à donner à l'endroit de tous les professionnels de santé par rapport à la prévention médicale. Selon vous, qu'est-ce qu'il est très important de savoir en tant que professionnel de la santé afin de pouvoir contribuer à une bonne prévention médicale? Merci, c'est un mot complexe. Enfin, déjà, je voulais vous remercier, vous, organisateurs, et vous toutes et vous tous du public, de m'avoir écouté et d'avoir échangé avec moi. J'ai aimé préparer ça parce qu'effectivement, ça m'a sorti de mon contexte habituel et donc j'ai beaucoup lu aussi et j'ai échangé. J'ai beaucoup de collègues en Afrique pour avoir une présentation qui répond aussi aux enjeux spécifiques que vous avez par rapport à ceux que moi je peux avoir au quotidien. Donc, ça m'a beaucoup enrichi de travailler à cette présentation et les échanges que j'ai eu avec vous. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Et en termes de... Enfin bon, pour ne pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que l'essentiel, c'est de se considérer qu'on est
par nature un professionnel de prévention en étant un professionnel de santé. Que ça fait partie de nos missions. Après, on peut se former, s'équiper, réfléchir à avoir des actions plus ou moins complexes, mais même ne serait-ce qu'en posant la question et en passant la main après, si on n'est pas en capacité de faire des prises en charge préventives complexes, en relayant aussi, parce que c'est important aussi, on l'a vu sur la vaccination, hein. Si vous avez les professionnels de santé qui ont un discours différent des pouvoirs publics, etc., la population ne s'y retrouve pas. Donc, on a besoin aussi collectivement, il y a une responsabilité collective aussi d'être relais d'une information objective en santé. Et donc, c'est une posture. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de mettre en place des interventions de prévention complexes pour faire de la prévention. C'est quand on est face à un patient, c'est essayer de le prendre en charge dans sa globalité, et donc y compris sur des problématiques liées à la prévention, de se faire un relais des messages de prévention publique, enfin, quand ils sont pertinents, mais c'est quand même heureusement souvent le cas, et d'être exemplaire aussi parfois. Voilà, je prends un exemple très concret. On peut, en tant que médecin ou professionnel de santé, être fumeur ou fumeuse. C'est souvent le cas. Par contre, on ne peut pas ou on ne doit pas, ça je le dis clairement, fumer devant ses patients. Parce que là, l'exemplarité que l'on a, enfin, c'est très contre-productif et ça a été montré. Donc, c'est aussi, en tant que professionnel ou institution de santé, c'est aussi une exemplarité vis-à-vis des patients et des populations. Donc, tout ça pour dire, voilà, c'est des éléments peut-être très généraux, hein, je n'ai pas de recommandations précises, mais tout ça pour dire qu'on doit vraiment tous individuellement et collectivement s'investir de cette mission.